Voilà, alors merci d'accueillir Frédéric Lavacherie, le fils de Haroun Tazieff, et Éric Baudussel, le réalisateur. Vous êtes le fils d'Haroun Tazieff, vous ne portez pas son nom, non, puisque vous n'avez pas été reconnu initialement, c'est ça? Racontez-nous votre parcours personnel avec votre père que vous avez quand même un peu fréquenté. Ah oui, que j'ai fréquenté pratiquement pas depuis ma naissance, parce que quand je suis né, il était au Congo et qu'il découvrait les volcans. C'était en 1948 et j'avais 2 ans. Il est revenu en Belgique en 1949 et j'avais 3 ans et je l'ai connu à partir de mes 3 ans jusqu'à sa mort. Alors en tant que fils, comment est-ce que vous l'avez perçu? On a beaucoup d'images de ces relations amicales, de ces relations professionnelles, très peu de choses sur la famille, hein? Oui, parce que très peu de choses sont connues sur la famille. C'est un sujet qui est pratiquement inconnu de tout le monde. Même de vous? Même de moi et de la plupart des gens de la famille. C'est quelqu'un d'assez complexe et mystérieux finalement. C'est une histoire familiale qui, comme énormément de baby-boomers comme moi, sont des histoires qui sont des sous-produits de la défaite de 40. Je me présente souvent comme étant un sous-produit de la défaite de 40. Et j'entends par là que mes géniteurs, ma maman et Haroun Tazieff, ont formé un couple dans la résistance belge sous l'occupation. Et ce couple s'est trouvé au cœur des enjeux du siècle tels qu'ils se sont noués à cette époque. C'était en Belgique et ces enjeux se sont noués notamment, pas que, mais notamment sur la question de l'atome civil et de l'atome militaire. Et la Belgique était, à l'époque, le territoire qui a occupé peut-être la position géopolitique ou géostratégique mondiale la plus délicate qui soit, parce que la Belgique était propriétaire des seules ressources alors connues de minerais d'uranium par le Congo. La Belgique était propriétaire du Congo, de son sous-sol et de sa population. Et donc l'exploitation du minerai pour concevoir une stratégie militaire et civile de l'atome, ça passait par des accords avec la Belgique. Donc tous les services secrets des États principaux du monde avaient un œil sur la Belgique, notamment les États-Unis et la Russie, enfin l'Union soviétique. Et mes parents, ma mère et Haroun Tazieff, étaient engagés très fortement dans des réseaux de résistance qui travaillaient pour Londres et pour Moscou. Et travailler pour Londres et pour Moscou, ça vous met dans une position assez délicate. Un peu délicate. Et le fait que je sois né des œuvres d'un obscur russe, à l'époque personne ne le connaissait, un certain Tazieff, dont il s'avère que c'était un partisan communiste armé pendant la résistance, qui est cet obscur. Parce que ma mère était sous l'œil, elle était contrôlée pour son action. Lui, non. Mais ceux qui regardaient ce que foutait ma mère, s'ils tombaient sur le fait que moi j'étais né ouvertement ou de notoriété publique des œuvres d'un partisan armé communiste russe immigré, alors là, qui c'est ce bonhomme? Et on remonte à la maman d'Haroun Tazieff qui, elle, était un agent de Moscou. C'est ça, hors de... Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Donc on a caché votre nom un petit peu pour cette raison-là. C'est l'hypothèse que je formule après avoir exploré des archives familiales. C'est pas évident de grandir avec une histoire familiale qui, justement, vous avez découvert ces éléments du puzzle très tard. Oui. Vous avez passé l'essentiel de votre vie avec ces éléments qui vous manquaient. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça? Très mal jusqu'à il y a une quinzaine d'années, et depuis très bien. Tout arrive. Voilà. Alors vous avez choisi de fonder le centre Haroun Tazieff, le centre international. Pourquoi avoir voulu fonder ce centre? Quel est le risque? Vous avez peur que ça disparaisse, tout ça? Oui, on a tout dit et on n'a pas tout dit non plus, parce qu'on a tout dit sans trop le contextualiser. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, l'œuvre Tazieff n'est ni enseignée, ni étudiée. Elle n'est pas étudiée dans un souci d'épistémologie, dans un souci d'histoire des sciences de la Terre. Il n'y a rien. Rien. Alors qu'il a apporté des choses absolument fondamentales qui font qu'aujourd'hui, volcanisme et tectonique des plaques sont compris comme étant le moteur permanent de création de l'environnement, c'est-à-dire du siège de la vie sur Terre. Ça, c'est une connaissance qui est récente et elle doit énormément à Tazieff et à ses équipiers, c'est-à-dire aux équipes
pluridisciplinaire que Éric a mis en scène là. Alors ça, c'est pas enseigné, et c'est une énorme lacune dans l'histoire des sciences de la Terre qui devrait être enseignée à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Je lis du fait que j'ai pris en charge de faire un travail pour constituer, créer les conditions de constitution en patrimoine pour tous, patrimoine culturel et scientifique de cette épopée des expéditions d'Aziev. Je suis obligé de rentrer évidemment dans la matière proprement scientifique, bien que je ne sois pas scientifique moi-même. Et ça m'a conduit à considérer que la conception que l'on a aujourd'hui de ce que c'est que l'environnement, le siège de la vie sur Terre, doit quelque chose de décisif à Taziev, à ses intuitions et à la conduite des expéditions. Et ça, beaucoup doit être dû à ces jeunes gens qu'on voit dans le film et qui sont devenus des vieux bonshommes comme moi. Cette science leur doit beaucoup à eux aussi. Mais le chef de file, c'était Taziev. L'inspirateur, c'était Taziev. Mais pourquoi avoir créé une association qui s'appelle le Centre Haroun Taziev pour les sciences de la Terre? C'est pour précisément, par un pôle associatif, arriver collectivement à créer les conditions de constitution en patrimoine pour tous de cette épopée. Voilà, et vous avez mentionné, enfin c'est Éric le réalisateur qui mentionne dans le film toutes les bandes qui sont ce que vous stockez chez vous sous votre lit, discrètement. Vous y faites bien attention, elles ne sont toujours pas numérisées, mais on en a discuté tout à l'heure. Il y a des projets de numérisation qui sont en cours, et donc on espère que cet énorme catalogue, cette documentation va être sauvegardée. Éric, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un film sur Taziev, alors que c'est un peu la même question, tout a été dit déjà, ou presque. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez eu envie de faire revivre? Alors c'est une erreur de penser que tout a été dit, loin de là. D'une part parce que, alors ça paraît incroyable, mais c'est le seul film qui existe sur Taziev. C'est-à-dire que tous les films... Et pas sur ces volcans. Voilà, c'est-à-dire que tous les films qui ont été faits, c'était les films qui étaient faits par Taziev pendant qu'il était vivant sur ses expéditions. Depuis, il n'y a jamais rien eu sur lui. Donc c'est le premier film sur Taziev, réellement. Et quand je me suis lancé là-dedans, j'étais quand même très étonné de me rendre compte que j'étais le premier à faire ça. Et vous découvrez pas la volcanologie non plus? Non, voilà, exactement. En plus, j'ai un frère volcanologue, donc je connais les volcans. Moi, il me faisait rêver Taziev quand j'étais adolescent, enfin comme tout le monde, comme beaucoup. Mais j'avais l'impression finalement j'ai surtout eu l'impression pendant le tournage de ce film que j'ai petit à petit appris à connaître Taziev. C'est-à-dire que finalement, j'ai fait connaissance avec le bonhomme qui a remplacé le fantasme. Parce qu'en gros, quand j'étais adolescent, c'est plutôt un fantasme que je voyais, c'est-à-dire une espèce de super-héros, on va dire. Un aventurier explorateur, un aventurier, qui est un petit peu magnifié par les films qu'il a Exactement. Conduit. Et en fait, là, finalement, ce que j'ai appris, à travers tous ceux qui l'ont côtoyé, à travers ses équipes, en rencontrant les gens qui ont partagé sa vie, dont Frédéric, c'était un peu ce qu'était vraiment le bonhomme. Et à la fois, ces zones d'ombre, ces zones de lumière, le côté difficile du personnage, mais en même temps, cette espèce de leader charismatique. Et d'énergie. Et en même temps, on peut se poser la question, cet héritage qui n'est pas facile à faire vivre, peut-être que c'est aussi le résultat de ces choix, de peut-être pas avoir transmis, entretenu, d'avoir capitalisé sur tous ces documentaires et sur tous ces travaux. Ça fait partie de sa complexité. Je pense que Frédéric me contredira pas, mais effectivement, c'était pas un formateur, c'était pas quelqu'un il y avait des étudiants qui ensuite transmettait. Et ça fait... Une petite précision là-dessus. Frédéric est inarrêtable. Oui. J'espère que vous avez toute votre nuit. C'était pas un formateur au sens académique du terme. Oui, c'est ça. Mais c'était certainement un formateur au sens d'un passeur, d'un conteur, d'un raconteur de réalité et de réalité explorée scientifiquement. Donc c'est aussi un formateur. Sur ça, je suis d'accord avec ça. Ouais. Oui, sur le plan académique, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas fondé cette école de pensée. Je pense qu'il ne pouvait pas faire école, vu sa méthodologie très particulière pour aborder le phénomène éruptif et en étudier la phénoménologie, ne permettait pas qu'il fasse école. En plus, à la fin de sa vie, il estimait que rien ne resterait de ce qu'il a fait. Assez pessimiste? Il était très pessimiste sur ce plan-là. Il est mort très aigri quand même. Et il ne s'est pas du tout préoccupé de la sauvegarde de tout ce qu'il avait fait. Donc c'est pour ça que vous avez un peu récupéré les bobines, un peu comme vous avez pu. C'est son épouse, France Taziev, qui, en 2005, m'avait demandé de l'aider à mettre sur pied une association de
à la mémoire de son cher mari. Donc je me suis mis au boulot avec elle. Donc c'était 10 ans après sa disparition déjà. C'était en 2005, il est mort en 98. Oui, alors, donc 7 ans. Et puis France est décédée en 2006 sans qu'on ait rien pu réaliser encore. Et elle avait oublié de signer son testament, qui était un testament holographe, écrit chez elle, pas déposé chez notaire. Il n'était ni daté ni signé, donc il n'avait aucune valeur. Moi, je faisais partie des gens qu'elle citait dans le testament. Et elle était légataire universelle de son mari. Tout cet héritage est passé à ses neveux et nièces à elle, qui n'avaient rien à voir avec lui. Et je me souviens encore, je ne sais plus quand, de l'avoir un jour entendu dire à son épouse France: tes crétins de neveux et nièces n'auront pas un sou de notre héritage, ils ont tout eu. Et ils ont tout bazardé, tout vendu, tout détruit. Tout, voilà. Donc il n'y avait plus rien. Pas évident. Et donc j'ai travaillé à partir de rien. Voilà. Alors c'est un personnage complexe. J'ai envie de... Peut-être qu'on se remémore quelques éléments. D'abord, Tazieff et Grenoble, c'était un conseiller municipal sous Carignan. Quelques années après, c'était un secrétaire d'État. C'est le premier secrétaire d'État des risques naturels sous Mitterrand. C'est pas vraiment le même bord. C'est pas vraiment le même bord. Alors, il a été très déçu par Mitterrand, qui lui avait promis de lui donner les budgets nécessaires pour construire une véritable politique de prévention des risques naturels et technologiques majeurs. Mitterrand n'a pas tenu sa parole, Tazieff s'est senti trahi. Là-dessus, Carignan est venu le trouver en disant: mon cher monsieur, nous allons vous donner les sous pour faire que vous puissiez tester vos idées, vos projets en matière de prévention des risques et d'éducation à la prévention des risques en Isère. Et Tazieff a dit ok, les socialistes sont trahis, je marche avec vous. Et c'est comme ça que l'Isère est devenu un département pilote. Il l'est toujours en matière de prévention des risques majeurs. Ceci dit, c'est vrai, vous avez raison, il y a contradiction. Son très cher ami Alain Bombard lui en a beaucoup voulu d'avoir travaillé pour des gens de droite. Mais lui, peu importe, on lui donnait les sous pour faire ce qu'il pensait être le seul à pouvoir faire. Et de fait, il l'a fait. Alors, Éric, j'ai envie de revenir avec vous sur ces questions de polémique. Justement, vous parliez, Frédéric, d'épistémologie, de recul qu'on peut avoir sur l'histoire des sciences. Dans ce documentaire, il y a cette période très impressionnante, critique, de polémique, notamment avec Allègre. On est dans un mélange, en fait, parce que Tazieff, quand il faut resituer, il avait 60 ans quand on arrive à la Soufrière. Il se retrouve face à un directeur qui a 36 ans, qui vient d'être nommé. Claude Allègre, très ambitieux. Très ambitieux, qui doit faire sa place à l'IPG, voilà. Et il a en face de lui quelqu'un qui du coup devient son subalterne, qui a l'aura qu'on connaît de Tazieff, puisqu'à l'époque Tazieff il est vraiment très connu, extrêmement connu, Allègre pas du tout. Donc il y a quand même ce truc-là qui rentre en ligne de compte, même dans la façon dont Allègre a géré cette crise. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça a été après considéré comme on va dire le contre-exemple de gestion de crise, c'est-à-dire la façon dont les scientifiques ne doivent surtout pas se comporter dans une crise, c'est-à-dire s'affronter face aux médias, c'est-à-dire ne pas passer par d'abord une discussion et puis ensuite, donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent quand on met un scientifique face aux médias. On l'a vu très récemment. On l'a vu très récemment, et sur la Soufrière, c'était la première fois qu'on avait ce débat-là devant les médias. Ils ont quand même fini, sur TF1, sur un plateau, devant à peu près, à l'époque, 30 millions de téléspectateurs à régler leur compte, quoi. Donc voilà, il y avait quelque chose de particulier, mais en même temps... Le travail des scientifiques, c'est de s'opposer, c'est d'avoir des hypothèses qui sont parfois contradictoires. Oui, c'est normal. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en faire la promotion devant le grand public. Il y a une étape qui est celle du consensus scientifique. Et là, ils sont arrivés devant les médias sans être arrivés au consensus avant. Il y a aussi alors effectivement, il y a eu des méthodes particulières de Claude Allègre, qui a dépassé certaines choses qui étaient plus scientifiques du tout, ce qui n'a pas été le cas de Tazieff. Tazieff, il est juste un caractère très emporté, donc effectivement, il ne se laisse pas faire. Allègre a eu des méthodes quelquefois un peu douteuses. Y compris sur le terrain. Voilà, c'est ça. Mais surtout, il y a eu, en tout cas pour Tazieff, ça a marqué une cassure, parce que la suite de sa vie, même il venait de sortir un livre, il a refait la préface juste après la Soufrière pour faire une espèce de préface qui était un règlement de compte anti-scientifique, anti-charlatan scientifique. Ça l'a complètement changé. Merci à tous les deux. Il est vraiment très très tard, alors on va devoir rendre la parole.